Ok, d'accord. Donc cette fois-ci, on va essayer de parler d'un peu de sciences de l'ingénieur. Donc c'est un sujet qui est souvent un peu délaissé parce que on trouve que c'est un peu trop compliqué alors que c'est pas si difficile que ça. Il suffit de bien lire les énoncés. En général, on arrive à bien s'en sortir. Alors ici, notre exercice, il concerne la suspension d'une automobile. Alors qu'est-ce que on va essayer d'assimiler un peu le problème. Ce qu'on voit bien ici, c'est que l'entrée de notre système, alors c'est ici, hein, notre roue qui est sur le sol qui aura des fois des petits creux comme ceci, et vous devinez bien que la roue va suivre en quelque sorte la route. Si la route possède un échelon en déplacement, par exemple, hein, qui serait ceci, ou bien ceci, là, il y a un petit problème de pad, et ben c'est là où en fait, la roue va se lever, le ressort va plus ou moins amortir, et ce mouvement en X va influer sur un mouvement en Y. Jusque-là, normalement, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, ce qu'on étudie, c'est comment ce système se comporte dans le temps. Parce que c'est important, hein, quelque chose qui est assez important, c'est de ne pas avoir trop de vibrations. Imaginez bien que si vous êtes sur l'autoroute et que votre route, elle est à peu près comme ça, son état de surface, donc on appelle ça un état de surface, hein, voilà. Si votre roue suit exactement la route, bon bah je vous laisse deviner la tête que vous allez faire quand vous arrivez dans cette zone ici, hein, où vous n'allez pas arrêter de vibrer, c'est n'importe quoi, c'est ce que les constructeurs automobiles essaient d'éviter absolument. Donc en fait, on parle de ce genre de choses-là. Alors, là, ici, dans un premier temps, on nous demande si le système est un système asservi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être un système asservi, il y a deux conditions. La première condition, c'est que la grandeur d'entrée, la grandeur de sortie doivent être, d'entrée et de sortie, doivent être de même nature. Donc, quand on dit de même nature, hein, euh, ça va être la même unité, la même chose qu'on va comparer, hein. Ce qu'on voit ici, c'est que l'entrée, c'est un déplacement donc, qui est vertical et qui est un déplacement, voilà. Et la sortie, c'est un déplacement aussi. Donc, si on s'arrête à cette définition ici, on pourrait se dire, oui, le système asservi. Sauf qu'en fait, il y a une autre chose à faire attention. Un système asservi, c'est un système qui, la sortie va être réinjectée dans l'entrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ce qui se passe, c'est que donc, si on essaie de résumer un petit peu ça, admettons qu'on prenne un four et vous voulez faire chauffer une tarte et ça a besoin d'être à 180 degrés Celsius. Ce qui va se passer, c'est que la température du four, au début, elle est à la température de la pièce, c'est-à-dire 25 degrés Celsius. Et quand vous mettez le curseur sur 180 degrés Celsius, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Sauf que, en fait, l'inertie thermique, c'est-à-dire, en fait, on donne de l'énergie au four, on en donne, on en donne, on en donne, et on va dépasser cette valeur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez le curseur sur 180 degrés? Il y a un capteur, un thermocouple. Normalement, hein, alors, je ne me connais pas trop en four, mais on peut imaginer qu'il y a un thermocouple qui va mesurer la température. Dire, OK, là, je suis à 170 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'il faut donne de l'énergie pour que ça continue à monter. Et quand vous allez arriver à 190, il va dire, ah, on est allé trop loin, on est allé trop loin. Le capteur dit ça. Et donc, on arrête l'énergie, on arrête de fournir de l'énergie, notamment aux résistances, hein, qui est censé produire de l'énergie dans un four. J'ai pas les termes parce que je connais pas ça vraiment, mais en fait, on arrête de donner l'énergie, la température va diminuer, et dès qu'on descend trop, on redonne de l'énergie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la température va faire quelque chose comme ça. On va avoir une dépendance comme ceci. Donc là, c'est un système qu'on va dire asservi parce qu'il y a un capteur qui est là pour dire si oui ou non. En fait, il y a un capteur qui va être là pour faire une rétroaction. Ce qui est important à comprendre dans l'asservissement, c'est que voilà, la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie doivent être de même nature, et dans un deuxième temps, il faut que la sortie soit réinjectée dans l'entrée. C'est-à-dire que vous avez votre signal ici, où vous demandez 180 degrés Celsius. Il y a une suite de transformations, d'opérations de transformation ici.
qui se passe, et vous avez en sortie 170 degrés Celsius. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que ce signal-là va être repris par notre système et va être réintégré par rapport à l'entrée, va être rapporté à l'entrée. Et on va comparer l'entrée et le signal de sortie. Et vous voyez que si la différence de température est grande, on va devoir mettre beaucoup d'énergie. Donc ici, on aura une très grande différence et on va pouvoir corriger notre tir un petit peu. Si la différence est beaucoup plus petite, on va moins corriger, mais dans tous les cas, il y a un capteur qui est là pour dire: «OK, on est à ceci, on est à cela, fais en sorte de modifier cela». Donc voilà, ça c'est un peu le principe de l'asservissement. C'est retourner sur son erreur pour la corriger et pour être le plus précis possible, parce qu'on n'arrive jamais à une chose d'un seul coup, du premier coup. Donc ici, on voit bien que comme X et Y, il y a un seul schéma bloc entre les deux, il n'y a pas de rétroaction comme ceci. On peut aisément dire que ce n'est pas un système asservi. Ensuite, on nous demande d'identifier le comportement un modèle connu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, à votre niveau, vous voyez probablement les premiers ordres et les seconds ordres. Les premiers ordres et les seconds ordres. Le premier ordre a des caractéristiques. Il n'a pas de dépassement et sa pente à l'origine est non nulle. C'est-à-dire que en fait, la forme du signal, on va enlever ça, hein, la forme d'un signal du premier ordre est toujours de cette forme-ci. Ouf, comme ceci. Et on va tendre vers une valeur finale. On voit bien ici qu'il n'y a pas de pente nulle à l'origine. Et on voit bien ici qu'on n'a pas de dépassement sur toute notre durée. Ok. Contrairement à un second ordre, il peut avoir différentes formes, on va dire. Il peut être comme ceci, ou il peut être comme ceci. Et vous voyez bien qu'ici, il y a une différence flagrante, c'est qu'un second ordre possède des dépassements, et un second ordre possède, des fois il en possède, des fois il n'en possède pas, mais la vraie chose à faire attention, c'est que ici, vous voyez que en fait, la dérivée est nulle. C'est-à-dire qu'on aura une pente nulle. Donc si on essaie de le traduire mathématiquement, ce serait dy sur des, on va dire dt, hein. Si y c'est la sortie et t ici c'est le temps, dy en t égale 0, c'est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a une pente nulle à l'origine. Ici, vous voyez bien qu'on a la pente nulle à l'origine, et qui plus est, on a des dépassements, donc forcément, c'est un second ordre, euh, car on a ces deux critères-là. C'est-à-dire que, est-ce que c'est logique ou pas que ce soit un second ordre? Ben, si on fait l'analyse, on va dire, physique, normalement, vous avez déjà probablement fait de la physique. En fait, ici, on aura mx point point est égal à moins kx. Alors modulo quelques trucs, hein, donc évidemment, parce que là, j'ai pas. En plus, on a un amortisseur, donc en fait, on a moins kx point. Bon, c'est un peu particulier ici à le mettre en œuvre parce qu'on a x et y ici, mais vous voyez bien qu'on aura une équation différentielle du second ordre vu qu'on a x point point et x. Voilà, c'est logique qu'on ait quelque chose du second ordre. Si on avait été comme ceci, on va dire, mx point est égal à kx, bah là on aurait eu quelque chose du premier ordre. Donc il faut toujours se demander si c'est logique ou pas que ce soit quelque chose du second ordre, et ici, on n'est pas en physique, hein, donc on va pas le remettre en équation, mais ça peut se remontrer physiquement. On pourra peut-être le faire éventuellement plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que tout second ordre a une fonction de transfert qui est caractéristique. Cette fonction de transfert caractéristique, alors je vais pas l'écrire tout de suite ici là-dedans, quoi que si je vais l'écrire. H de P, c'est égal à un gain sur 1 plus 2Z sur oméga 0, P plus 1 sur oméga 0 carré, P carré. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a passé le fait de mettre sous forme, utiliser le théorème de Laplace pour mettre dans le domaine de Laplace une équation différentielle, mais on le fera plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ça provient de l'équation différentielle. Et vous voyez bien que le p carré ici fait référence à une dérivée seconde de notre, qui est présente dans notre système. Donc en l'occurrence ici, ben, voilà, on aura la dérivée seconde qui va apparaître à cause de l'accélération. Ça, c'est peut-être un peu flou, mais on va pas trop s'attarder sur l'aspect physique, on va juste essayer de faire bêtement l'exercice qu'on nous demande.
Ici, on nous demande donc, voilà, on a eu un second ordre, c'est voilà, ici ça c'est la fonction de transfert classique d'un second ordre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on doit identifier les caractéristiques. Les paramètres caractéristiques, en général, en général, c'est toujours ça, hein. K, le gain, Z, l'amortissement, et oméga 0, c'est la pulsation propre, la pulsation propre de notre système. Donc le gain, l'amortissement, hop, et oméga 0 qui est la pulsation. Alors, comment on va faire ça? Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Tout d'abord, on va, alors, comment on pourrait s'arranger pour essayer de faire ça? Bah déjà, on va essayer d'aller chercher le gain. Le gain, c'est en général assez facile à déterminer. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de place ici. Je vais effacer ça. Mais je vais garder la bague parce que la bague, je suis allé chercher sur Internet. J'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de le perdre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le gain. Donc, ça veut dire que le gain, K, il est déterminé par une chose très simple. C'est tout simplement, alors souvent, par définition, on dit que le gain, c'est S plus l'infini sur, sur E0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? E0, c'est l'échelon, l'amplitude de l'échelon. Moi, j'aime pas trop cette définition-là. J'aurais plutôt dit le gain, c'est la variation de sortie sur la variation d'entrée. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, vous voyez bien que la variation d'entrée, c'est la variation en termes de déplacement de notre entrée. Alors, dans l'énoncé, on nous dit l'entrée x de t du système est un échelon de déplacement 10 cm de là. Donc ici, on voit bien que notre variation d'entrée, c'est un changement de 10 cm. Pourquoi c'est important de préciser une variation de delta E? Moi, je dirais, c'est pas la définition exacte, mais je trouve que c'est plus approprié pour les exercices. Imaginons qu'on avait commencé avec une route qui était à 5 cm de haut, qui arrive à 10 cm de haut, et après qui retourne à 0. Eh ben, ici, vous serez pas mal dans la merde pour essayer de trouver le delta E. Alors, le delta E, entre cette étape-là et cette étape-là, c'est plus 5, et entre cette étape-là et cette étape-là, c'est moins 10. Et ça, c'est assez important à se rendre compte, hein, à se rendre compte de ça. Donc ici, on voit bien que notre, notre origine, c'était 0. Alors ici, on va supposer que la route était à 0 cm de haut. On a un déplacement de 10 cm de la route. Donc, notre delta E, c'est égal à 10. 10 cm. OK. Et on voit que notre sortie, sa valeur finale, sa variation entre donc la valeur initiale et la valeur finale, ici, le delta S qu'on a, c'est 10 également. Donc, si pour une sollicitation de 10, on renvoie 10, ça veut dire qu'il n'y a pas de gain. On est à 1. C'est-à-dire que K égale 1. À bien différencier d'un cas où, admettons, que si vous êtes dans votre voiture et que on a un différentiel entre l'entrée, dans l'entrée, on a un différentiel, donc on passe de 0 à 5, et que vous, dans la voiture, vous faites un bond énorme de 0 à 15, on aura un gain K qui est égal à 3, parce que l'entrée delta E est égal à 5, et delta S, la sortie, est égale à 15. Et vous devinez bien que ça, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Quand on est dans une voiture, on cherche le confort, donc on essaie de faire en sorte que ce gain, ben, soit être minimal. On verra ça par la suite. Je ne sais pas si cet exercice-là va considérer ça, mais oui, en général, on essaie d'avoir un gain adaptatif selon les situations, parce qu'on essaie d'avoir un gain qui permette d'amortir au mieux notre, qui essaie d'amortir au mieux, donc c'est-à-dire d'augmenter le confort des passagers. Ensuite, donc, oui, bon, on a pas fini. Donc là, on a trouvé le gain déjà. C'est une bonne chose, K égale. Ensuite, on va essayer de trouver le oméga 0, la pulsation propre de notre système. Elle est donnée directement, on va dire, assez facile, hein. Elle est donnée par le temps qu'on met faire une période. Alors, ici, étant donné qu'on est dans un système amorti, on a une formule un peu spéciale qui nous donne cette période parce que
En fait, si vous voulez, le z, on ne peut pas dire que ici, oméga 0 est égal à 2pi sur t. Pourquoi ça? Parce que le z, qui est un amortissement, va venir freiner un petit peu cette pulsation. Il va venir la modifier. Donc, on- par rapport à la formule de physique, où on suppose rarement des amortissements comme ceci, on va rajouter une caractéristique dans notre valeur de la pulsation propre. Et cette caractéristique, donc c'est une formule qu'il faut absolument apprendre, hein. Donc, en fait, on a toujours oméga 0 égale 2pi sur t0, mais t0 qui est la période propre. Et en fait, ça va être modifié. Et ce qu'on relève ici, là, ce que j'ai mis en orange, ce n'est pas la période propre, c'est la période amortie. Et donc, en fait, on a une formule, hein, qu'il faut apprendre absolument par cœur, qui est 2pi sur ta racine de 1 moins z au carré. Vous voyez que voilà, il faut se souvenir de ça par définition. Ça, c'est en physique, et normalement, c'est assez classique, il faut s'en souvenir. Et la formule qu'on rajoute, on va dire, en, en sciences de l'ingénieur, c'est on rajoute cet amortissement, euh, on rajoute la précision de cet amortissement. Alors, comment on va faire pour déterminer ça? Alors, le TA se lit graphiquement, et le Z, par contre, lui, ne se lit pas graphiquement. Comment on va faire pour lire le Z? Boum, la BAC. La BAC, pourquoi? Pourquoi cette BAC-là ici? Parce que celui-là, c'est la BAC avec les dépassements. Vous voyez bien qu'ici, on a un dépassement qui arrive jusque 2. Alors attention, hein, euh, vous n'allez pas aller lire le dépassement de 2 ici, hein. Vous voyez bien que le 2, ça serait tout en haut ici, c'est pas sur l'échelle. En fait, ici, on a un dépassement qui est normalisé. Un dépassement qui est normalisé, pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on va calculer, le dépassement D1, c'est égal à 0,2, ça c'est l'amplitude du dépassement. Donc 0,2 mètres, hein, si vous préférez. Euh, j'ai préféré le mettre en mètres. Si... Pardon, 0,02 mètres. On va pas aller trop vite. Et en fait, le déplacement en pourcentage, ça permet de remettre tout ça sur 1, en fait. Euh, donc, c'est-à-dire que le dépassement D1, il a dépassé de 0,02 au-dessus de la valeur de référence qui était 0,1. Et donc ça, on obtient par conséquent 20%, ce qui est égal à 0,2. Donc on a un dépassement relatif de 0,2. On a dépassé de 20% notre valeur, qui était notre valeur de référence ici, 10, on l'a dépassé de 20%. Et effectivement, on a augmenté de 2. On a dépassé de 2 cette valeur, on est arrivé jusqu'au 12. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le numéro de dépassement. Donc ici, on a pris tout ça sur notre premier dépassement. C'est la courbe qui nous intéresse, c'est la courbe n égale 1 ici. Tac. Et on a enfin, on a calculé que notre dépassement allait était de 0,2. Donc on va mettre ça ici, on va les croiser les deux courbes et on obtient tac 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 tac. Bon, évidemment, je pars pas droit. Alors, tac 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 tac. Allez, à peu près, on va dire à peu près 0,45, 0,44, quelque chose comme ça. Euh, donc oui, on trouve z égale 0,45 et ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement lire le TA. Alors le TA, ce qu'on peut remarquer sur le graphique, c'est que ça fait à peu près 0,3. Hein, de toute façon, c'est le temps qu'on met pour aller du plus bas jusqu'au plus bas ici. Et on fait bien une période, hein, c'est une période amortie qu'on va chercher. Alors là, si jamais vous vous souvenez plus comment on avait une période sur un signal, bon, ça va être compliqué. Et donc là, on fait une application numérique de 2pi sur 0,3 fois racine de 1 moins 0,45 au carré. Ok. Alors, je ne l'ai pas calculé, hein, je vais essayer de faire une calculatrice. Mais ça doit faire 2pi. C'est sur. Moi, j'aurais dit comme ça de tête, hein, à peu près 20. 20. Quelque chose comme ça, comme 20 à peu près. Euh, alors, évidemment, comme je l'ai pas calculé, ça prend un peu de temps. J'ai ressorti ma TI. Ok, bon, c'était pas si mal que ça, hein. La réponse, c'est 23,45 radians par seconde, ouais, effectivement.
On n'oublie pas les unités. Ici, K, il n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que c'est des mètres divisés par des mètres. Attention, hein, si ici, on avait, je sais pas, des degrés Celsius et ici en dessous des mètres, bon, bah, K aurait été en degrés Celsius, faut mettre -1. Mais bon, ici, c'est pas le cas, c'est tous les deux des mètres, donc l'unité, bah, il n'y en a pas. On n'oublie pas radian par seconde. Le dépassement, c'est un dépassement relatif, il n'a pas d'unité, hein, parce qu'on c'est un dépassement en mètres sur un dépassement en mètres. Parfait, tout va bien. On a donc trouvé tout ce qui nous intéressait. Et on peut donc en conclure que la fonction de transfert ressemble à ceci. HP est égal à 1 sur 1 plus. Bon, on va essayer de faire un effort de. On va quand même noter 2 fois. Il faut que je ressorte la calculatrice. 2 fois 0,45 sur 23,45. Donc ça fait 3,8 fois 10 puissance moins 2 et plus 1 sur 23,45. Purée, 1,8 fois 10 puissance, bon, 1,82 fois 10 puissance, euh, moins 3 et carré. Ok. Donc là, on a trouvé la fonction de transfert de notre système. Super, on est content. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, euh, on nous demande ensuite de calculer un temps de réponse réduit. Euh, alors pour ça, c'est assez particulier. Je vais passer la question parce qu'en fait, j'ai pas la bac avec moi. Je vais essayer de faire en sorte de le retrouver. Comment on peut faire? Juste rapidement, euh, en fait, on va trouver TR 5% est égal à une certaine valeur. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait utiliser des- la bac du temps de réponse réduit, qui est une bonne chose à faire, mais là, je l'ai pas. Et quand vous n'avez pas d'abac, comme on nous donne l'aperçu visuel, il y a une autre manière de le faire, c'est de le relever graphiquement. Quand on vous demande un temps de réponse à 5%, c'est pas pour rien qu'on vous demande un temps de réponse à 5%, c'est que c'est quelque chose qui est très demandé en industrie, c'est d'être fiable à 95%. On nous demande le temps de réponse à 5%, c'est-à-dire le temps de réponse pour lequel on sera nécessairement dans ce tube des plus 105, plus 95% autour de la valeur, en fait. C'est-à-dire que ici, comme la valeur est 10, on va avoir le tube des 5% qui va être comme ceci. Tac, 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 tac. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, admettons, alors, juste pour être clair hein, sur ça, le tube des 5%, c'est dès que, euh, comme le tube des 5% le dit, c'est dès qu'on va rentrer dans un tube qui va permettre à la sortie de ne plus sortir de ce tube. C'est-à-dire que la sortie c'est un signal comme ceci, et on dit que la sortie atteint le tube des 5% au dernier moment où on est hors de ce tube. Donc vous voyez qu'ici, là, on est tout pile dedans. Alors c'est dessiné un peu avec à main levée, hein, donc c'est pas si évident que ça, mais et bien qu'ici, c'est le dernier moment auquel on est en dehors de ce tube des 5%. Et c'est ce moment ici qu'on va relever sur un graphique. Donc là, c'est la sortie, on va supposer que c'est Y, et ici, on va dire que c'est le temps. Ben, c'est ce temps ici qui va être TR 5%, c'est-à-dire le temps de réponse à 5%. Donc on peut le faire avec le graphique, on peut le faire avec un abac. On verra dans une prochaine vidéo le faire avec un abac pour bien le voir, pour bien voir toutes ces différences, hein. Mais ici, ce qu'on remarque, alors ça a été tracé très grosso modo, mais vous voyez bien qu'on arrive à peu près ici, la dernière fois qu'on est en dehors du tube des 5%, parce que ici le dépassement 2 passe tout juste dedans. Donc on est à peu près à 0,22. Je dirais temps de réponse à 5%, 0,22 secondes. Ok, ça c'est une bonne chose de fait. Euh, c'est des questions ultra classiques et il faut, alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il faut toujours savoir définir un système asservi, il faut toujours savoir euh, identifier un comportement. Donc on a rappelé, je l'ai plus ici dans le brouillon, mais on a rappelé les différentes caractéristiques d'un système du premier ordre, d'un système du second ordre.
et déterminer les caractéristiques d'une fonction de transfert en fonction d'un graphique, ça doit être très immédiat. C'est-à-dire que vous savez que vous cherchez le gain, l'amortissement, la pulsation, euh, il faut tout de suite ressortir toutes les formules. Alors, cette formule-là ici, il faut la connaître par cœur, hein. Oméga 0 est égal à 2pi sur la période amortie fois racine de 1 moins z carré. Euh, Absolument important ça. Le gain, moi je vous recommande d'apprendre la définition qu'il y a dans le cours, mais aussi cette définition ici, qui est le gain, qui est la différence de sortie sur la différence de marge d'entrée. C'est assez important pour moi parce que je me suis déjà planté quand je ne réfléchissais pas comme ça. Et après, donc le temps de réponse, le dépassement, le taux de dépassement, en fait, il va nous permettre de trouver le z. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, d 1%, c'est égal à exponentielle moins z k pi sur racine de 1 moins z carré. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un dépassement, vous pouvez déterminer, à partir de l'amplitude du dépassement, mettons que ça ici, ce soit la valeur finale, l'amplitude de dépassement, de ce dépassement-là va vous permettre de pouvoir trouver le z. En fait, le z est inclus dans cette valeur d'amplitude de dépassement. Voilà. On va enchaîner ces questions-là juste par la suite.